Personne n'est venu à la fête du fils paralysé du millionnaire, même si tout avait été planifié au millimètre pour paraître parfait. Entre les ballons dorés et les tables intactes, le silence révèle le poids du préjugé qui a éloigné tous les camarades. Mais quand l'espoir semblait perdu, une fille pauvre dit « Puis-je participer ?» les yeux remplis de courage et de tendresse. Par ce simple geste, elle transforme la solitude en rire, et la douleur de ce garçon en quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'appartenance. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez, nous continuerons. Dans le 16e arrondissement de Paris, derrière les murs élégants d'un hôtel particulier aux façades haussmanniennes, se trouvait le monde soigneusement orchestré de Philippe Beaumont. À 50 ans, ce magnate de l'industrie pharmaceutique française avait bâti un empire qui portait son nom, Laboratoire Beaumont, fleuron national dont les médicaments étaient exportés dans 64 pays. Ce matin d'avril, les jardiniers s'affairaient à tailler les buis avec une précision militaire. Des livreurs déposaient des cartons de décoration dorés dans le hall d'entrée. Dans la cuisine, des pâtissiers renommés assemblaient un gâteau à 3 étages orné de figurines en sucre, représentant des personnages de dessins animés. Mathilde, la gouvernante qui servait la famille depuis 20 ans, supervisait chaque détail avec la rigueur d'un général. « Monsieur, les musiciens demandent d'où installer leurs instruments », dit-elle en entrant dans le bureau où Philippe consultait ses emails. Il leva les yeux, visiblement préoccupé, dans la véranda comme prévu. Et les animateurs? Ils répètent dans le jardin d'hiver. Tout sera prêt pour 14 heures. Philippe hocha la tête et se dirigea vers l'escalier central. Ses pas résonnèrent sur le marbre alors qu'il montait à l'étage vers la chambre de son fils Lucien. Il s'arrêta devant la porte entr'ouverte, observant silencieusement le garçon de 8 ans qui regardait par la fenêtre, immobile dans sa chaise roulante. Lucien avait hérité des traits fins de sa mère, Élise, dont le souvenir hantait encore chaque recoin de la demeure, 2 ans après l'accident sur l'autoroute A6 qui avait bouleversé leur vie. Le garçon portait une chemise bleu ciel et un pantalon sur mesure, ses cheveux châtains soigneusement coiffés pour l'occasion. « Tu es prêt, champion ?» demanda Philippe en entrant. Lucien tourna sa chaise vers son père, son visage reflétant une maturité troublante pour son âge. « Personne ne viendra, n'est-ce pas ?» Philippe s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bien sûr que si. J'ai parlé à la mère de Gabriel hier. Ils seront un peu en retard, c'est tout. » Le mensonge flotta entre eux, transparent. Lucien avait déjà compris. Depuis son retour à l'école Saint-Dominique, protégé par une réputation familiale qui intimidait même les professeurs, il vivait dans une bulle d'isolement que personne n'osait percer. Les autres enfants ne savaient pas comment lui parler, comment jouer avec lui. Les parents, mal à l'aise, trouvaient toujours des excuses pour éviter les invitations. « J'ai vu Madame Moreau te parler hier à la sortie, » dit Lucien, ses yeux bleus scrutant ceux de son père. Elle a dit non, comme les autres. Philippe serra les poings. Camille Moreau, mère de Gabriel, avait effectivement décliné l'invitation avec un embarras palpable. Gabriel a de la fièvre, avait-elle prétendu, évitant son regard. La veille, Philippe avait pourtant vu le garçon en parfaite santé dans la cour de récréation. « Écoute-moi, » dit Philippe en prenant les mains de son fils. « Aujourd'hui est un jour spécial, peu importe qui vient ou ne vient pas. Nous allons nous amuser, toi et moi. J'ai même pris une semaine de congé. » Cette nouvelle sembla raviver une étincelle dans les yeux de Lucien. Philippe Beaumont ne prenait jamais de congé, un fait que le conseil d'administration des laboratoires Beaumont lui reprochait régulièrement, craignant qu'il ne s'effondre d'épuisement un jour. Depuis le départ d'Élise, il s'était jeté corps et âme dans le travail, compensant son impuissance face à la condition de son fils par un acharnement professionnel sans limite. À midi, Sophie Garnier, l'infirmière qui s'occupait de Lucien pendant les absences de Philippe, arriva. C'était une femme d'une trentaine d'années, au visage doux encadré de cheveux auburn. Elle avait été recrutée pour ses compétences médicales, mais c'était sa gentillesse naturelle qui avait gagné la confiance du petit garçon. « Joyeux anniversaire, Lucien !» s'exclama-t-elle en lui tendant un petit paquet. « Une fusée à construire. J'ai pensé que nous pourrions la monter ensemble. » Le visage de Lucien s'illumina brièvement. Ses doigts caressèrent le papier cadeau illustré d'étoiles. « Merci !» murmura-t-il. Puis, après une hésitation, « Sophie, crois-tu que je pourrais avoir un ami un jour? Un vrai ?» La question frappa Philippe comme un coup de poignard. Sophie s'assit sur le bord du lit. « Bien sûr que oui. Parfois,
Les vrais amis apparaissent quand on s'y attend le moins. À 14 heures, tout était prêt. Un magicien en queue de pie attendait dans le salon. Un château gonflable occupait une partie du jardin. Une table débordant de friandises trônait sur la terrasse. Mais à 14h30, personne n'était arrivé. Ils sont peut-être perdus, suggéra Philippe, vérifiant frénétiquement son téléphone. Les travaux sur l'avenue Foch créent des embouteillages. À 15h, Sophie proposa de commencer la magie sans attendre. Le magicien déploya ses tours devant un public de 3 personnes. Lucien applaudissait poliment, mais son regard revenait sans cesse vers la porte d'entrée. À 16h, le téléphone de Philippe vibra. C'était Éric Lambert, son directeur financier. « Désolé de te déranger pendant ton congé, mais nous avons un problème avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il menace de retarder l'autorisation du Neuralax. » Le Neuralax, traitement innovant contre la douleur neuropathique, représentait l'avenir des laboratoires Beaumont. Philippe jeta un regard vers son fils, qui fixait maintenant le château gonflable désert. « Je ne peux pas en parler maintenant, Éric. C'est urgent, Philippe. Des millions d'euros sont en jeu. » J'ai dit « pas maintenant ». Il raccrocha, rangea son téléphone et s'approcha de Lucien. Et si on coupait ce magnifique gâteau? Ils chantèrent « Joyeux anniversaire » à 3, leur voix résonnant étrangement dans l'immensité du salon. Sophie alluma les bougies. Lucien ferma les yeux pour faire un vœu, puis souffla. Une fine fumée s'éleva dans l'air. C'est à ce moment précis que la sonnette de l'entrée retentit. Philippe et Sophie échangèrent un regard surpris. Mathilde se précipita pour ouvrir. Dans l'encadrement de la porte se tenait une petite fille d'environ l'âge de Lucien. Elle portait une robe simple mais propre, des baskets légèrement usées et tenait un petit sac en papier. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse soignée et ses yeux vifs parcouraient le hall d'entrée avec curiosité. « Bonjour, dit-elle d'une voix claire. Je m'appelle Manon Lefebvre. J'habite rue des Bellefeuilles. Je revenais de la boulangerie pour ma grand-mère quand j'ai vu les ballons dorés au-dessus du mur. C'est un anniversaire. » Mathilde, décontenancée, se tourna vers Philippe qui s'était approché. « Oui, répondit-il, surpris par l'assurance tranquille de la fillette. C'est l'anniversaire de mon fils, Lucien. » Manon sourit. « Je peux entrer? Je promets d'être sage. » Il y avait dans sa demande une telle simplicité, une telle absence de calcul, que Philippe en fut désarçonné. Cet enfant n'avait visiblement aucune idée de qui il était, ni de la valeur de ce qui l'entourait. Elle voyait simplement une fête d'anniversaire. Avant qu'il puisse répondre, le bruit d'une chaise roulante se fit entendre. Lucien apparut à l'entrée du salon. « Tu es venu pour mon anniversaire ?» demanda-t-il, une lueur d'espoir dans la voix. Manon le regarda, puis regarda sa chaise. Mais contrairement aux adultes qui détournaient les yeux ou aux enfants qui chuchotaient, elle soutint simplement son regard. « Je ne savais pas que c'était ton anniversaire, mais maintenant oui, » répondit-elle avec un sourire. « J'aime beaucoup ta chemise. C'est Captain Cosmos dessus, non? Ma grand-mère me lit ses aventures parfois. » Le visage de Lucien s'illumina. « Tu connais Captain Cosmos? »« Bien sûr. C'est le meilleur explorateur spatial de tous les temps. Il peut voyager dans n'importe quelle galaxie avec son vaisseau. » Philippe observa, stupéfait, cette conversation si naturelle. Pour la première fois depuis l'accident, quelqu'un parlait à son fils sans cette pitié voilée qui le mettait en rage. « Entre » dit Philippe, ouvrant grand la porte. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans cette interruption inattendue, comme une brise d'air pur dans une pièce trop longtemps close. Manon pénétra dans le hall, ses yeux s'écarquillant devant les proportions grandioses de la demeure. Mais contrairement à beaucoup d'adultes qui visitaient les lieux pour la première fois, son regard ne s'attarda pas sur les œuvres d'art ou les moulures dorées. Elle fixait Lucien avec un intérêt sincère. « Tu as un château gonflable ?» demanda-t-elle, apercevant la structure colorée par la baie vitrée. « J'en ai vu un une fois à la fête de l'école, mais je n'ai jamais pu y monter. »« Il est à moi aujourd'hui, » répondit Lucien, hésitant. « Mais je ne peux pas l'utiliser. » Philippe sentit son cœur se serrer. C'était l'une des nombreuses attractions qu'il avait commandées sans réfléchir, oubliant les limitations de son fils. Manon haussa les épaules. « On peut faire autre chose. »« C'est quoi là-bas ? » ?»« Un magicien. » Elle pointa du doigt le salon où l'artiste, résigné à l'absence de public, rangeait lentement ses accessoires. « Monsieur !» s'écria-t-elle en courant vers lui. « Ne partez pas. Je n'ai jamais vu de vraie magie. » Le magicien, surpris, se tourna vers Philippe qui acquiesça. « Un dernier tour peut-être » L'homme sortit un jeu de cartes. « Approchez, mademoiselle, monsieur, » dit-il avec une révérence théâtrale.
Lucien manœuvra sa chaise jusqu'à la table. Sophie, qui observait la scène depuis le seuil, s'avança pour l'aider, mais s'arrêta, étonnée. Le garçon se déplaçait seul, avec une assurance qu'elle ne lui connaissait pas. Pendant l'heure qui suivit, la maison Beaumont résonna de rires d'enfants. Manon applaudissait chaque tour avec un enthousiasme contagieux. Lucien, d'abord timide, se mit à poser des questions au magicien, tentant de percer ses secrets. Quand Sophie apporta des parts de gâteau, Manon s'exclama que c'était le plus beau qu'elle ait jamais vu. « Chez ma grand-mère, les gâteaux sont plus petits », confia-t-elle en savourant la crème pâtissière. « Mais elle chante « Joyeux anniversaire » en français et en portugais. C'est toujours très joli. »« En portugais » s'étonna Lucien. « Oui, ma grand-mère est née au Portugal. Elle est venue en France quand elle était jeune. Elle dit que garder sa langue, c'est garder ses racines. » Philippe observait cette interaction avec fascination. Son fils, habituellement si réservé, posait question sur question. Manon répondait avec une franchise désarmante, sans filtre ni artifice. « Et tes parents » demanda soudain Lucien. « Ils savent que tu es ici ?» Une ombre passa sur le visage de Manon. « Ma mère est infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Elle travaille aujourd'hui. Mon père est sur un chantier à Lyon cette semaine. C'est ma grand-mère qui s'occupe de moi, mais elle se repose l'après-midi. » Elle fouilla dans son sac en papier. « J'étais allé lui chercher son pain préféré. Il faut que je rentre bientôt, sinon elle va s'inquiéter. » Sophie intervint doucement. « Je peux appeler ta grand-mère si tu veux pour lui dire où tu es. » Manon hésita. Elle n'a pas de téléphone portable, juste un fixe, mais je peux rester encore un peu. À la demande de Lucien, ils se rendirent dans sa chambre. Philippe les suivit discrètement, curieux de voir comment cette visite improvisée allait évoluer. La chambre de son fils était un espace à la fois luxueux et étrangement impersonnel. Les meubles design, les consoles de jeux dernier cri et les étagères de livres semblaient plus refléter les ambitions du père que les goûts de l'enfant. Seul un coin, près de la fenêtre, portait vraiment l'empreinte de Lucien. Une collection de maquettes spatiales et de livres sur l'astronomie. « Quoi ?» s'exclama Manon en découvrant une reproduction détaillée de la Station spatiale internationale. « C'est toi qui as fait ça ?» Lucien acquiesça timidement. « Papa m'a aidé pour certaines pièces. »« C'est super beau, » dit-elle en s'approchant pour mieux voir. « Tu connais tous les noms des modules ?» Le visage de Lucien s'illumina. Il commença à expliquer chaque composant avec une précision qui surprit même Philippe. Jamais il n'avait entendu son fils parler avec tant d'animation. « Un jour, j'irai dans l'espace », déclara Lucien avec une conviction soudaine. Philippe retint son souffle, attendant la réaction de Manon. Allait-elle, comme tant d'autres, jeter un regard gêné vers la chaise roulante, émettre un doute, offrir cette compassion condescendante qu'il détestait tant? Mais Manon hocha simplement la tête. « Bien sûr, ils ont besoin de scientifiques là-haut. Tu pourrais étudier les étoiles. » Puis, avisant le fauteuil roulant, elle ajouta avec enthousiasme « En plus, ta chaise est déjà un peu comme un siège de vaisseau spatial, non? Il faudrait juste ajouter des boutons et des lumières. » Lucien la regarda, stupéfait, puis un sourire irrépressible illumina son visage. « On pourrait la transformer, » s'exclama-t-il. « Papa a un ami qui travaille dans l'électronique, il pourrait nous aider. » « On mettrait une commande pour les propulseurs ici, » suggéra Manon en pointant la coudoir. « Et un radar là pour détecter les astéroïdes. » Bientôt, la chaise de Lucien devint, dans leur imagination partagée, un vaisseau capable de traverser les galaxies. Philippe regardait, médusé, son fils décrire des aventures interstellaires avec une vivacité qu'il croyait perdue à jamais. Sophie s'approcha de lui. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Philippe acquiesça, la gorge serrée. Il se souvenait des consultations avec le psychologue des semaines après l'accident. « Il se renferme sur lui-même », avait dit le spécialiste. La perte de sa mère, ajoutée au traumatisme physique, il a besoin de retrouver un sentiment de normalité et de contrôle. Ils avaient essayé tant de choses. Des thérapies coûteuses, des jouets sophistiqués, des voyages dans les plus beaux endroits d'Europe. Rien n'avait fonctionné. Et voilà qu'une petite fille venue de nulle part, avec son sac de boulangerie et ses baskets usées, parvenait à briser la carapace que Lucien s'était construite. « Elle a le don », dit doucement Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. Certaines personnes l'ont naturellement. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à connecter. « Qui sont ses parents ?» demanda Philippe. « Tu as dit que sa mère est infirmière ?»« À Saint-Louis, apparemment. Je pourrais me renseigner si vous voulez. » Philippe hocha la tête, pensif.
Les laboratoires Beaumont finançaient plusieurs unités de recherche à l'hôpital Saint-Louis. Il connaissait le directeur, pourrait facilement obtenir des informations. Un éclat de rire le ramena à la scène devant lui. Manon avait trouvé un stylo lumineux dans la trousse de Lucien et l'agitait comme un sabre laser, imitant les bruitages avec une conviction comique. « Je dois rentrer », annonça-t-elle finalement, jetant un œil à la pendule murale. « Ma grand-mère va s'inquiéter. » Une ombre passa sur le visage de Lucien. « Tu reviendras » demanda-t-il, la voix soudain anxieuse. Manon sourit. « Bien sûr, on n'a pas fini de transformer ta chaise en vaisseau spatial. » Elle se tourna vers Philippe. « Si c'est d'accord pour vous, monsieur ?» Il y avait dans sa politesse une assurance tranquille, comme si elle savait déjà la réponse. Philippe se surprit à sourire. « Bien sûr, Manon. Tu es la bienvenue ici. Je vais te raccompagner, d'ailleurs. J'aimerais rencontrer ta grand-mère. »« Je peux y aller seule, » protesta-t-elle. « Je connais le chemin. »« J'insiste, » dit Philippe. « C'est le moins que je puisse faire pour remercier notre invité surprise. » Le regard que lui lança son fils était empreint d'une gratitude silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Philippe eut l'impression d'avoir pris la bonne décision. Manon salua Lucien avec une accolade spontanée qui sembla d'abord le surprendre puis le ravir. « À bientôt, commandant Lucien », dit-elle avec un clin d'œil. « Prépare les plans du vaisseau. » Tandis qu'il descendait l'avenue Foch, Philippe observait la petite fille qui marchait d'un pas assuré à ses côtés. Elle s'arrêtait parfois pour examiner une fleur ou saluer un chien promené par son maître. Son naturel contrastait étrangement avec l'atmosphère guindée du quartier. « Ta grand-mère s'occupe souvent de toi ?» demanda-t-il. « Presque tous les jours », répondit Manon. « Maman fait beaucoup d'heures à l'hôpital et papa voyage pour son travail. »« Il est dans la construction, c'est ça ?»« Oui, il dirige des équipes qui construisent des immeubles. Il dit qu'il bâtit des maisons pour que d'autres puissent avoir un foyer. » Elle sourit. « Mais aucune aussi grande que la vôtre. » Philippe sentit une pointe d'embarras. La fortune des Beaumont avait toujours été pour lui une évidence, un droit acquis par des générations d'entrepreneurs. Jamais il n'avait vraiment réfléchi à ce qu'elle représentait, vue de l'extérieur. « C'est ici », annonça Manon en s'arrêtant devant un immeuble ancien de la rue des Bellefeuilles. La façade, bien que modeste, était soignée, avec des jardinières fleuries aux fenêtres, un contraste saisissant avec les hôtels particuliers qu'ils venèrent de quitter. « Appartement 3C », précisa-t-elle en sortant une clé de sa poche. « Grand-mère devrait être réveillée maintenant. » Philippe suivit la fillette dans l'escalier étroit. L'immeuble ne possédait pas d'ascenseur, et il se demanda furtivement comment Lucien pourrait venir ici avec sa chaise roulante. Cette pensée le surprit. Il se projetait déjà dans des visites futures. Manon frappa doucement avant d'ouvrir. « Grand-mère, c'est moi !» L'appartement était petit, mais lumineux. Des livres s'empilaient sur chaque surface disponible. Au mur, des photographies en noir et blanc côtoyaient des aquarelles colorées. Une délicieuse odeur de cannelle et d'agrumes flottait dans l'air. Une femme d'une 60aine d'années émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier. Ses cheveux gris étaient rassemblés en un chignon élégant et ses yeux, les mêmes que ceux de Manon, s'écarquillèrent en apercevant Philippe. « Grand-mère, je te présente monsieur... Manon s'interrompit, réalisant qu'elle ne connaissait pas le nom de famille de son nouvel ami. « Philippe Beaumont », se présenta-t-il en tendant la main. « Votre petite fille a fait une visite surprise à l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. »« Héléna Lefebvre », répondit la femme en lui serrant la main. Son regard était à la fois chaleureux et évaluateur. « Manon, tu es entrée chez des inconnus sans permission ?» La petite fille baissa les yeux. « J'ai vu les ballons dorés au-dessus du mur. C'était l'anniversaire de Lucien, mais personne n'était venu. Il était tout seul. » Héléna secoua la tête, partagée entre l'exaspération et la tendresse. « Ta curiosité te perdra un jour. » Puis, se tournant vers Philippe, « Je vous prie d'excuser cette intrusion, monsieur Beaumont. »« Au contraire, » répondit sincèrement Philippe. « Votre petite fille a sauvé la journée. Mon fils Lucien, il traverse une période difficile. Manon est la première enfant avec qui il interagit vraiment depuis des mois. » Le regard d'Héléna s'adoucit. « Entrez donc prendre un café, si vous avez un moment. Manon, va ranger tes affaires, s'il te plaît. » La fillette s'éclipsa, laissant les adultes s'installer dans le petit salon. Philippe, habitué aux fauteuils de cuir italien et au canapé design, se retrouva sur une banquette au velours usé, mais impeccablement propre. « Manon m'a dit que votre fils est en fauteuil roulant, » dit doucement Héléna, en servant un café dans une tasse en porcelaine délicate. « Un accident ?» Philippe hocha la tête. « Il y a 2 ans. Sa mère n'a pas survécu. »
Elena posa une main légère sur son bras. « Je suis désolé, je comprends cette douleur. » Il y avait dans sa voix une authenticité qui fit lever les yeux à Philippe. « Vous avez perdu quelqu'un ?»« Mon mari, il y a 6 ans. Puis mon fils, le père de Manon, a divorcé peu après. Cet enfant a connu sa part de bouleversement. » Elle sourit tristement, mais elle a cette capacité extraordinaire à rester ouverte au monde, à voir la beauté là où d'autres ne voient que des ombres. « C'est exactement ce qu'elle a fait aujourd'hui, » confirma Philippe. Elle a transformé la chaise roulante de Lucien en vaisseau spatial. Alors que tous les adultes que je connais, moi y compris, parfois, ne voient qu'un symbole de limitation. Elena acquiesça. Les enfants sont naturellement inclusifs, jusqu'à ce que nous leur apprenions à catégoriser, à juger. Elle hésita, puis ajouta « J'étais professeur de psychologie à la Sorbonne avant ma retraite. J'ai beaucoup étudié le développement de l'empathie chez l'enfant. » Philippe la regarda avec un intérêt renouvelé. Cette femme, dans son appartement modeste, dégageait une intelligence tranquille qui lui rappelait certains chercheurs qu'il côtoyait au laboratoire Beaumont. Manon m'a dit que sa mère est infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Camille, oui. Elle travaille au service d'oncologie pédiatrique. Des horaires impossibles, mais elle est passionnée par son travail. Et son père? Antoine est chef de chantier pour Vauban Construction, un homme travailleur, intègre. Elle sourit. Nous formons une famille peu conventionnelle, mais fonctionnelle. Antoine et Camille se partagent la garde de Manon, et je comble les espaces entre les deux. Manon revint dans le salon, tenant précieusement un carnet de croquis. « Regarde, j'ai commencé les plans du vaisseau pour Lucien. » Philippe examina les dessins enfantins, mais étonnamment détaillés. La chaise roulante y était métamorphosée en cockpit futuriste, avec des commandes étiquetées et des écrans de navigation. « C'est impressionnant, » dit-il sincèrement. « Lucien va adorer. »« Je peux lui montrer demain ?» demanda Manon avec espoir. Philippe hésita. « Demain, je dois retourner au travail, mais peut-être ce week-end ?»« Ou Lucien pourrait venir ici, » suggéra Elena. « Notre immeuble n'est pas adapté, mais le parc Sainte-Périne est juste en face. Les allées y sont accessibles aux fauteuils roulants. »« C'est une excellente idée, » acquiesça Philippe, surpris par cette invitation spontanée. Dans son monde, les relations sociales étaient souvent calculées, stratégiques. L'authenticité de cette famille le désarçonnait. En partant, il serra la main d'Elena avec une chaleur nouvelle. « Merci pour votre accueil. Et merci pour... » « Manon, cet enfant est un cadeau, » répondit simplement Elena. « Elle nous rappelle comment voir le monde avec fraîcheur. » Sur le chemin du retour, Philippe reçut un appel d'Éric Lambert, son directeur financier. « Philippe, nous avons vraiment besoin de toi demain. L'ANSM a émis des réserves sur le dossier Neuralax. Ils exigent des tests supplémentaires. » Quel genre de tests? Des études de toxicité à long terme. Cela retarderait la mise sur le marché d'au moins 8 mois. Les actionnaires vont paniquer. Philippe fronça les sourcils. Le Neuralax représentait l'avenir des laboratoires Beaumont, un antidouleur révolutionnaire pour les patients souffrant de douleurs chroniques. Les tests initiaux avaient été prometteurs, mais si l'Agence nationale de sécurité du médicament avait des doutes, « Organise une réunion demain à 10 h, décida-t-il. « Je veux voir toutes les données. » Quand il rentra à la maison, il trouva Lucien et Sophie en pleine construction de la fusée offerte pour l'anniversaire. Le visage de son fils s'illumina immédiatement. « Tu as rencontré la grand-mère de Manon? Comment est sa maison? Elle est gentille. Manon peut revenir ?» Les questions se bousculaient, témoignant d'un enthousiasme que Philippe n'avait plus vu depuis longtemps. Il s'assit près de son fils, aidant à fixer une ailette sur la fusée. « Sa grand-mère est très gentille. Elle nous invite à venir au parc Sainte-Périne ce week-end. »« Vraiment ?» Les yeux de Lucien s'écarquillèrent. « On ira ?»« Bien sûr, » promit Philippe. Pour une fois, aucune réunion, aucune urgence professionnelle ne semblait plus importante que la lueur d'espoir dans les yeux de son fils. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Lucien s'endormit paisiblement, sans cauchemar. Philippe resta un moment dans l'encadrement de la porte, observant sa respiration régulière. Il pensa à Élise, se demandant ce qu'elle aurait pensé de cette journée, de cette rencontre improbable. « Tu me manques » murmura-t-il dans la pénombre. « Tu saurais quoi faire, toi ?» Le lendemain matin, après avoir déposé Lucien à l'école, Philippe se rendit au siège des laboratoires Beaumont, un bâtiment ultramoderne au cœur du quartier d'affaires de la Défense. Son bureau occupait tout le dernier étage, offrant une vue panoramique sur Paris.
La réunion de crise était déjà en place quand il arriva. Éric Lambert, nerveux, manipulait des graphiques sur sa tablette. Autour de la table, les membres du comité exécutif attendaient, tendus. « Bonjour à tous », lança Philippe en prenant place. « Montrez-moi ce que l'ANSM a trouvé. » Martin Rousseau, directeur scientifique, projeta une série de données complexes. Leurs experts ont relevé des anomalies hépatiques chez certains patients de l'étude de phase 3. Rien d'alarmant en soi, mais suffisant pour qu'ils demandent des investigations supplémentaires. Combien de cas? 3 sur 120 participants. Une incidence statistiquement significative, mais nous avions déjà détecté ces cas, interrompit Philippe. C'était dans notre rapport initial. Martin parut mal à l'aise. Pas exactement. Nous avons mentionné des élévations enzymatiques transitoires, mais l'ANSM considère que notre formulation minimisait le risque potentiel. Un silence pesant s'installa. Philippe parcourut la salle du regard. Ces hommes et ces femmes brillants, qu'il avait personnellement recrutés, semblaient soudain éviter son regard. « Dites-moi la vérité », exigea-t-il. « Avons-nous sous-estimé le risque ?» Valérie Moreau, responsable des affaires réglementaires, prit la parole. « Le Neuralax est un excellent médicament, Philippe. Il soulagera des millions de personnes. Les données montrent que les bénéfices l'emportent largement sur les risques. »« Ce n'est pas ma question, » insista-t-il. « Avons-nous été transparents avec l'ANSM ? Nous avons présenté les données sous leur meilleur jour, admit Valérie, comme le fait toute l'industrie. Philippe se rappela soudain Manon et sa franchise désarmante. Il pensa à Lucien, aux patients qui souffraient, à Élise qui avait toujours insisté sur l'intégrité comme valeur fondamentale de leur entreprise. « Refaites le dossier », ordonna Philippe, sa voix tranchant le silence de la salle de conférence. « Avec toutes les données, sans rien omettre. » Éric Lambert s'agita sur sa chaise. « Philippe, sois raisonnable. Cela retardera le lancement de plusieurs mois. Les actionnaires vont... » « Les actionnaires ne sont pas ceux qui prendront ce médicament, » coupa Philippe. « Nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous fabriquons des produits qui sauvent des vies ou qui peuvent les mettre en danger. » Un murmure parcourut l'assemblée. Jamais auparavant Philippe n'avait pris une position aussi ferme contre les intérêts financiers immédiats. Depuis qu'il avait repris les rênes de l'entreprise familiale, il s'était toujours montré pragmatique, équilibrant éthique et rentabilité avec habileté. Je veux sur mon bureau, d'ici vendredi, un dossier complet et transparent. Nous soumettrons les résultats à l'ANSM et nous accepterons leurs recommandations, quelles qu'elles soient. Tandis que les membres du comité quittèrent la salle, visiblement déstabilisés, Éric resta en arrière. « Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe? Tu n'es pas toi-même depuis quelques jours. » Philippe se tourna vers la baie vitrée, contemplant Paris qui s'étendait sous ses pieds. « Peut-être que je commence enfin à être moi-même, justement. » Les jours suivants furent intenses. Philippe passa des heures à revoir personnellement les données du Neuralax, identifiant des zones d'ombre, exigeant des clarifications. Parallèlement, il retrouvait chaque soir un Lucien transformé, impatient de lui raconter ses avancées sur les plans du vaisseau spatial qu'il dessinait pour sa chaise. « J'ai parlé de Manon à Madame Duval aujourd'hui », annonça Lucien le jeudi soir, alors que Philippe l'aidait à se mettre au lit. « Ta maîtresse ?»« Oui. Elle a dit que c'était bien que j'ai une amie. » Il hésita. « Tu crois que Manon me considère vraiment comme son amie ?» Philippe s'assit au bord du lit. « Pourquoi en doutes-tu » Lucien tripota le bord de sa couverture. « Parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne peux pas courir, ni jouer au foot. Et puis, tu es riche. Peut-être qu'elle est gentille, juste pour ça. » La candeur de cette inquiétude serra le cœur de Philippe. « Lucien, regarde-moi. » Il attendit que son fils lève les yeux. Manon n'est pas entrée dans notre maison en sachant qui nous étions. Elle a vu un anniversaire et a voulu y participer. Elle t'a parlé de Captain Cosmos parce qu'elle aime ça aussi. Sa gentillesse est authentique. Tu es sûr? Absolument. Tu sais, dans mon travail, je rencontre beaucoup de personnes qui sont gentilles avec moi uniquement à cause de ma position. J'ai appris à reconnaître la différence. Lucien sembla méditer ses paroles, puis sourit. J'ai hâte d'être à samedi. Le samedi matin arriva avec un ciel d'un bleu parfait. Philippe aida Lucien à s'habiller avec un soin particulier. Le garçon avait insisté pour porter son t-shirt Captain Cosmos, celui que Manon avait complimenté. Ensemble, ils chargèrent la chaise roulante dans la voiture et se dirigèrent vers le 16e arrondissement. Helena et Manon les attendaient à l'entrée du parc Sainte-Périne. La fillette sautillait d'impatience, tenant un grand sac en toile. « Bonjour, commandant Lucien !»
s'exclama-t-elle en voyant la voiture s'arrêter. « J'ai apporté tout ce qu'il faut pour transformer ton vaisseau spatial. » Philippe salua Elena pendant que les enfants entamaient une conversation animée sur les modifications à apporter à la chaise roulante. « Comment va votre fils depuis l'anniversaire ?» demanda Elena alors qu'il suivait les enfants sur les allées du parc. « Transformé, » répondit honnêtement Philippe. « Il parle, il fait des projets. Il a même commencé à s'intéresser à nouveau à l'école. » Il hésita. « Votre petite fille a un don particulier. » Elena sourit. « L'authenticité, une qualité rare, surtout dans votre monde, j'imagine. » « Mon monde ? Les hautes sphères parisiennes. » Elena haussa les épaules. « Excusez ma franchise, mais les barrières sociales sont une réalité, même si nous préférons ne pas en parler. » Philippe médita cette remarque tandis qu'il s'installait sur un banc. À quelques mètres, Manon déballait du ruban adhésif coloré, des cartons découpés et des gommettes brillantes. Avec l'aide de Lucien, elle commençait à décorer les roues de la chaise, les transformant en réacteurs futuristes. « J'ai fait des recherches sur vous, » admit Elena. « Après votre visite, les laboratoires Beaumont, une dynastie pharmaceutique, votre femme, Élise, j'ai lu sur l'accident. Je suis sincèrement désolé. » Philippe acquiesça silencieusement. La sympathie d'Elena n'avait rien de la curiosité morbide ou de la pitié sociale qu'il avait l'habitude de recevoir. « Vous semblez porter beaucoup sur vos épaules, » poursuivit-elle. « L'entreprise, votre fils, votre propre deuil. »« Je m'en sors, » répondit-il automatiquement. Elena lui lança un regard pénétrant. « Vraiment, ou faites-vous simplement ce que l'on attend de vous ?» La question le prit au dépourvu par sa justesse. Depuis combien de temps n'avait-il pas réellement réfléchi à ses propres besoins, à ses propres sentiments? Tout était devenu une question de devoir, de responsabilité. « Je ne sais plus, » admit-il finalement. Après la disparition d'Élise, tout s'est enchaîné si vite. L'entreprise, les médecins, les thérapies pour Lucien. Je n'ai pas eu le temps de respirer, compléta doucement Elena, de faire votre propre deuil. Peut-être. Un éclat de rire attira leur attention. Manon venait de fixer une sorte de cockpit en carton sur l'avant de la chaise et Lucien actionnait des boutons imaginaires avec enthousiasme. « Regardez, papa !» s'écria-t-il. « On a installé le panneau de contrôle. Je vois ça. C'est impressionnant. »« On peut faire un tour du parc pour tester les propulseurs ?» demanda Lucien, les yeux brillants d'excitation. « Excellente idée !» approuva Philippe en se levant. « Je vous accompagne. »« Non, non !» protesta Manon. « C'est une mission secrète, juste le commandant et son copilote. » Elle se pencha vers Lucien. « On doit vérifier si le vaisseau est prêt pour les longues explorations. » Lucien hocha la tête avec sérieux. « Elle a raison, papa. On revient dans 10 minutes. Les allées sont sécurisées et je sais manœuvrer. » Philippe hésita. Jamais encore il n'avait laissé son fils s'éloigner seul depuis l'accident. Même à l'école, une assistante de vie scolaire restait toujours à proximité. L'idée de le voir partir, même pour quelques minutes, réveillait une anxiété sourde. « Vas-y !» encouragea doucement Elena à ses côtés. « Ils resteront sur la grande allée. Nous les verrons tout le temps. » Après une dernière hésitation, Philippe acquiesça. « D'accord, mais restez où je peux vous voir. » Les enfants s'éloignèrent, Lucien propulsant sa chaise avec une énergie nouvelle, Manon marchant à ses côtés, pointant des détails imaginaires dans le paysage comme s'il survolait une planète inconnue. « C'est difficile de lâcher prise, » observa Elena, « surtout après un traumatisme. »« J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, » confessa Philippe. « Parfois, je me réveille en pleine nuit, terrorisé à l'idée qu'il pourrait disparaître comme sa mère, » compléta Elena. « C'est naturel, mais regardez-le maintenant. » Lucien riait aux éclats, guidant sa chaise avec assurance, visiblement fier de son indépendance retrouvée. « Il a besoin de cette liberté, » poursuivit Elena. « Comme tous les enfants, sa condition exige des précautions, mais pas une prison dorée. »« Vous êtes direct, » remarqua Philippe sans hostilité. « C'est l'avantage de l'âge, » sourit-elle, « et de n'avoir rien à perdre ou à gagner avec vous. » Cette franchise était rafraîchissante pour Philippe, habitué aux flatteries intéressées et aux non-dits polis. Avec Elena, il se sentait normal. Juste un père inquiet pour son fils, pas le PDG des laboratoires Beaumont. « Manon m'a dit que vous êtes professeur de psychologie. J'étais à la retraite maintenant, bien que je donne encore quelques conférences. Ma spécialité était la résilience. Comment les êtres humains se reconstruisent après des traumatismes. » Philippe la regarda avec un intérêt renouvelé. « Et quelles sont vos conclusions ? » « Que nous sommes plus forts que nous le pensons,
que les connexions humaines authentiques sont essentielles à la guérison et que parfois les enfants nous montrent le chemin. Elle désigna les deux silhouettes qui revenaient vers eux, comme maintenant. « Mission accomplie », annonça fièrement Lucien en s'arrêtant devant eux. « Le vaisseau spatial est opérationnel. »« Excellent travail, commandant », répondit Philippe avec un salut militaire qui fit rire son fils. « On a fait une découverte importante », ajouta Manon d'un ton conspiratoire. « Il y a un marchand de glace près de la fontaine. Permission d'explorer, amiral ?» Philippe sourit devant cette manipulation transparente. « Permission accordée, mais je vous accompagne pour cette mission. » Alors qu'il se dirigeait vers le marchand de glace, le téléphone de Philippe vibra. C'était Éric Lambert. Il hésita, puis décida d'ignorer l'appel. Quoi que son directeur financier voulait, cela pouvait attendre. Pour une fois, il était pleinement présent, ici et maintenant, avec son fils. La matinée s'écoula avec une douceur que Philippe n'avait pas connue depuis longtemps. Les glaces dégustées sur un banc près de la fontaine, les histoires spatiales inventées par les enfants, la conversation tranquille avec Elena, tout semblait si simple, si authentique. Loin des salles de réunion aseptisées et des négociations tendues. « Vous pourriez venir déjeuner chez nous », proposa spontanément Elena alors que midi approchait. Rien d'extraordinaire, juste une omelette aux herbes du jardin de notre voisine. « On peut, papa ?» demanda Lucien, ses yeux implorants. Philippe hésita. Déjeuner dans un petit appartement du 16e, sans chef privé ni vaisselle de luxe, lui semblait étrangement intimidant, comme s'il s'aventurait en territoire inconnu. Avec plaisir, accepta-t-il finalement. L'ascension des 3 étages fut compliquée avec la chaise roulante. Philippe porta Lucien tandis qu'Elena et Manon s'occupaient de plier et transporter le fauteuil. Cette logistique improvisée, loin d'être un fardeau, devint un moment de complicité, chacun trouvant naturellement sa place dans l'effort collectif. L'appartement, baigné de lumière, semblait encore plus chaleureux en plein jour. Des livres partout, des plantes verdoyantes, des photos de famille encadrées avec soin. Sur une étagère, Philippe remarqua plusieurs ouvrages académiques signés Elena Lefebvre. « Vous avez publié ?» demanda-t-il en examinant les titres. « Quelques recherches », répondit-elle modestement depuis la cuisine ouverte où elle commençait à préparer le repas. « Mon dernier livre portait sur la résilience des enfants face aux bouleversements familiaux. » Manon entraîna Lucien dans sa chambre pour lui montrer sa collection de minéraux, laissant les adultes seuls. Philippe s'approcha de la cuisine. « Je peux vous aider ?» Elena lui lança un regard amusé. « Savez-vous couper des tomates ?»« Je pense que oui. » Elle lui tendit un couteau et une planche à découper. « Alors au travail, monsieur le PDG. » Philippe se mit à la tâche, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Il y avait quelque chose d'étrangement satisfaisant dans ce geste simple. Quand avait-il cuisiné pour la dernière fois? Avant l'accident, peut-être. Quand Élise insistait pour leurs dimanches en famille, sans personnel de maison. « Vous semblez surpris de vous découvrir des talents culinaires », observa Elena en battant les œufs. « Je réalise juste que je ne fais plus beaucoup de choses par moi-même. La fortune a ses inconvénients. » Elle sourit. « Mais je ne vous plaindrai pas trop. » Philippe rit, appréciant son franc-parler. « C'est Élise qui cuisinait avant. Elle adorait ça. Elle disait que c'était sa façon de maintenir nos pieds sur terre. Elle semble avoir été une femme sage. » Elle l'était. Philippe s'arrêta, surpris par sa propre ouverture. Il parlait rarement d'Élise, même avec ses proches. La douleur était toujours trop vive, trop personnelle. Pourtant, ici, dans cette cuisine étrangère, les mots venaient naturellement. Elle aurait aimé cet endroit. Elle se méfiait du luxe, disait qu'il créait une distance avec la réalité. « Et vous? Qu'en pensez-vous » Philippe réfléchit. « Je n'y avais jamais vraiment pensé. J'ai grandi dans ce monde. La fortune des Beaumont remonte à 3 générations. »« 3 générations, répéta Elena en versant les œufs dans une poêle chaude. Assez pour créer une dynastie, pas assez pour oublier les origines. Que voulez-vous dire? Les vraies vieilles fortunes françaises remontent à des siècles. Elles ont eu le temps d'oublier d'où elles viennent. Mais votre grand-père, le fondateur des laboratoires, n'est-ce pas, était pharmacien dans le Jura, si mes recherches sont exactes. » Philippe la regarda avec surprise. « Vous avez fait des recherches approfondies. » « Simple curiosité et prudence maternelle. Je voulais savoir qui était cet homme richissime que ma petite fille avait spontanément adopté. » Un éclat de rire provenant de la chambre de Manon interrompit leur conversation. Les enfants émergèrent, Lucien dans les bras de Manon, qui le portait avec une détermination touchante. « Attention à ne pas tomber. »
prévint Philippe, instinctivement inquiet. « Je suis plus forte que j'en ai l'air », affirma Manon en déposant soigneusement Lucien sur une chaise. Et Lucien est super léger, comme un astronaute en apesanteur. Le déjeuner fut simple mais délicieux. L'omelette aux herbes, accompagnée de pain frais et de fromage, avait une saveur que les repas élaborés de son chef privé n'égalaient jamais. La conversation fluide, les rires spontanés, l'absence de formalité, tout contribuait à créer une atmosphère que Philippe n'avait pas connue depuis longtemps. « C'est vrai que vous êtes très riche ?» demanda soudain Manon, avec cette franchise enfantine qui ignorait les conventions. « Manon !» s'exclama Helena. « Ce n'est pas une question polie. »« Ce n'est pas grave, » intervint Philippe, amusé. « Oui, Manon, je suppose que je suis ce qu'on appelle très riche. Alors pourquoi Lucien était tout seul à son anniversaire ?» Un silence gêné s'installa. Philippe sentit son cœur se serrer face à cette question directe qui touchait à une vérité douloureuse. « Parfois, » répondit-il doucement, « l'argent ne peut pas acheter les choses les plus importantes. » Manon sembla méditer cette réponse. « Comme des amis. » « Exactement. Mais moi, je suis l'ami de Lucien maintenant. Et ça ne coûte rien. » Philippe échangea un regard avec Helena, touché par la simplicité profonde de cette observation. « Tu as tout à fait raison, Manon. Et c'est le plus beau cadeau que Lucien pouvait recevoir. » Après le repas, pendant que les enfants dessinaient à la table du salon, Helena servit un café à Philippe. « Votre petite fille est extraordinaire, » dit-il sincèrement. « Sa façon de voir le monde, sa gentillesse naturelle. »« Elle tient ça de sa mère, » répondit Helena avec fierté. « Camille a toujours eu cette capacité à connecter avec les autres, surtout ceux qui souffrent. C'est ce qui fait d'elle une excellente infirmière. »« J'aimerais la rencontrer, » dit Philippe, « pour la remercier. » Helena hésita. « Camille est très indépendante et assez méfiante envers les personnes de votre milieu sans vouloir vous offenser. Je comprends. » Il était habitué à cette réaction, ce mélange de méfiance et de ressentiment que beaucoup éprouvaient face à la richesse extrême. « Mais j'aimerais vraiment la remercier pour avoir élevé une enfant comme Manon. » Helena sembla réfléchir. « Elle travaille demain. Service de jour à Saint-Louis. Si vous passez vers 16 heures, c'est généralement plus calme. » Philippe acquiesça, reconnaissant. Son téléphone vibra à nouveau. Éric Lambert, pour la 3e fois de la journée. Cette fois, il décrocha. « Philippe, enfin, nous avons une situation. » La voix d'Éric était tendue. « Le conseil d'administration s'est réuni d'urgence ce matin. Ton approche sur le Neuralax ne passe pas. Il parle de te mettre en minorité. » Philippe sentit une vague de colère monter en lui. « Sans m'en informer ?»« C'est Bernard qui a convoqué la réunion. Il dit que tu n'es plus toi-même, que tes décisions récentes menacent la stabilité de l'entreprise. » Bernard Mercier, son beau-frère, le mari de sa sœur aînée, un homme ambitieux, qui n'avait jamais caché son désir de diriger les laboratoires Beaumont. « J'arrive, » dit Philippe avant de raccrocher. Il se tourna vers Helena, embarrassé. « Je suis désolé, je dois partir. Une urgence professionnelle. »« Je comprends, » répondit-elle simplement. « Les empires ne se maintiennent pas tout seuls. » Philippe s'approcha de Lucien, le cœur serré à l'idée d'interrompre ce moment de bonheur simple. « Lucien, je dois aller au bureau pour quelques heures. Une réunion importante. » La déception se peignit immédiatement sur le visage de son fils. « Mais on devait passer la journée ensemble. »« Je sais, champion. Je suis vraiment désolé. Je reviendrai te chercher dès que possible. » Lucien baissa la tête, visiblement blessé mais résigné, comme s'il était habitué à ses déceptions. Cette résignation frappa Philippe plus durement qu'une protestation. « Il peut rester ici, » proposa Helena. « Si cela ne vous dérange pas, les enfants s'amusent bien. »« Vraiment ?» Philippe hésita. Laisser son fils chez des personnes qu'il connaissait à peine allait à l'encontre de toutes ses habitudes de protection. Pourtant, Lucien semblait si heureux ici, loin de la solitude dorée de leur maison. « S'il te plaît, papa, » supplia Lucien. « Je veux rester avec Manon. »« D'accord, » céda Philippe, « mais je reviens vite. » Promis. En quittant l'appartement, il se sentit partagé entre deux mondes. D'un côté, l'urgence professionnelle, les manœuvres de Bernard, l'empire à protéger. De l'autre, cette bulle de simplicité authentique qu'il venait de découvrir, où son fils souriait vraiment. Sur le trajet vers la défense, Philippe réfléchit intensément. Le conseil voulait maintenir la trajectoire initiale du Neuralax, minimiser les risques potentiels, accélérer la mise sur le marché. La logique financière était implacable. Chaque mois de retard représentait des millions d'euros perdus. Mais était-ce la bonne décision? Pas seulement sur le plan éthique, mais aussi stratégique.
Si les problèmes hépatiques s'avéraient plus graves que prévu, si des patients étaient affectés après la commercialisation, les conséquences seraient désastreuses, humainement et financièrement. Lorsque Philippe pénétra dans la salle du conseil, un silence pesant s'installa. Autour de la longue table en acajou étaient rassemblés les 12 membres du conseil d'administration des laboratoires Beaumont, banquiers, industriels et membres de la famille. Au bout de la table, Bernard Mercier arborait un sourire mince, presque compatissant, qui irrita immédiatement Philippe. « Ah, Philippe, merci de nous rejoindre en ce samedi, » dit Bernard en se levant. « Nous discutions justement de la situation préoccupante concernant le Neuralax. » « Situation que j'étais en train de gérer, » répondit froidement Philippe en prenant place, « jusqu'à ce que j'apprenne que le conseil se réunissait dans mon dos. »« Pas dans ton dos, » intervint Jeanne, sa sœur aînée. À 55 ans, elle détenait 15% des parts de l'entreprise familiale et avait toujours soutenu son frère. Jusqu'à présent, semblait-il. « Nous sommes inquiets, Philippe. Ton comportement ces derniers temps... » « Mon comportement ?» Philippe la dévisagea. « Tu veux dire mon insistance pour que nous soyons totalement transparents avec les autorités sanitaires? Ton revirement soudain, » précisa Bernard. « Pendant des années, tu as dirigé cette entreprise avec pragmatisme. Tu comprenais les réalités du marché, la nécessité de maintenir notre position face à la concurrence. Et soudain, tu mets en péril notre produit le plus prometteur pour des anomalies mineures qui concernent à peine 2% des patients testés. » Philippe regarda tour à tour chaque membre du conseil. Certains évitaient son regard, d'autres l'observaient avec curiosité, comme s'ils cherchèrent des signes de déséquilibre. « Laissez-moi vous poser une question, » dit-il lentement. « Si l'un de vos enfants ou petits-enfants souffrait de douleurs chroniques, lui prescririez-vous un médicament dont vous savez qu'il présente des risques que vous avez délibérément minimisés ?» Un malaise parcourut l'assemblée. Martin Rousseau, le directeur scientifique, s'éclaircit la gorge. « Philippe, tu dramatises. Les effets secondaires potentiels sont... » « Réponds à ma question, Martin, » insista Philippe. « Donnerais-tu ce médicament à ta petite Léa en sachant ce que nous savons ?» Martin baissa les yeux. « Probablement pas dans sa formulation actuelle. » Un silence s'installa, lourd de sens. Philippe poursuivit, sa voix calme mais ferme. « Je ne suis pas devenu idéaliste ou irrationnel. J'ai simplement réalisé que notre responsabilité va au-delà des dividendes trimestriels. Le Neuralax sera un médicament révolutionnaire, mais seulement s'il est vraiment sûr. » « Et s'il ne l'est pas, » intervint Éric Lambert, « si les tests supplémentaires confirment des risques significatifs, nous aurons perdu des années de recherche et des centaines de millions d'euros. »« Alors nous reformulerons, » répondit Philippe. « Nous ferons mieux. C'est ce que font les vrais innovateurs. Ils n'acceptent pas les compromis quand il s'agit de vies humaines. » Bernard émit un rire sec. « Ces beaux discours. J'imagine qu'ils impressionnent tes nouvelles fréquentations. » Il jeta un dossier sur la table. « Tu crois que nous ne sommes pas au courant? Ton escapade dans un parc public avec ton fils et une famille, disons, modeste? Des Lefebvre, apparemment. » Philippe sentit une vague de colère monter en lui. « Tu me fais suivre maintenant. La sécurité de l'héritier des laboratoires Beaumont est une préoccupation légitime, » répondit Bernard, imperturbable. « Surtout quand son père commence à prendre des décisions erratiques et à fréquenter des inconnus. » « Des inconnus ?» La voix de Philippe se durcit. Une professeure émérite de psychologie à la Sorbonne et sa petite fille qui a montré plus de compassion envers mon fils que n'importe lequel d'entre vous. Philippe, intervint doucement Jeanne, nous comprenons que tu traverses une période difficile. Depuis l'accident d'Élise, ne mêle pas Élise à ça, coupa Philippe, la voix soudain étranglée. Elle serait la première à soutenir ma position. Elle n'a jamais confondu succès et intégrité. Un silence inconfortable s'installa. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards gênés. Finalement, André Volnay, le membre le plus âgé du conseil, prit la parole. « Philippe, nous avons tous un immense respect pour toi. Tu as fait prospérer cette entreprise de façon remarquable, mais peut-être devrais-tu prendre un peu de recul. Quelques semaines de congé pour te ressourcer. » Philippe comprit immédiatement la manœuvre. L'écarter temporairement permettrait à Bernard de prendre les commandes et d'imposer sa vision. À son retour, les décisions seraient prises, irréversibles. « Je vais être très clair, » dit-il en se levant. « Je suis toujours le PDG de cette entreprise et son actionnaire majoritaire. Le Neuralax sera soumis à des tests complémentaires et nous serons transparents avec les autorités. Si le Conseil souhaite me désavouer, il faudra me destituer formellement
avec tous les risques que cela comporte pour la stabilité de l'entreprise et la confiance des marchés. Il parcourut l'assemblée du regard. « Réfléchissez bien avant de vous engager dans cette voie. » Sur ces mots, il quitta la salle le cœur battant. Dans l'ascenseur qui le ramenait au rez-de-chaussée, il sentit son téléphone vibrer. Un message de Sophie. « Lucien va bien ?» Il n'est pas rentré de sa sortie au parc. Philippe réalisa qu'il n'avait pas prévenu Sophie que Lucien restait chez les Lefebvre. Cette négligence, si inhabituelle de sa part, témoignait de son état d'esprit perturbé. Il répondit rapidement pour la rassurer, puis s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, soudain épuisé. Le conseil n'abandonnerait pas si facilement. Bernard avait probablement déjà commencé à sonder les autres actionnaires, cherchant à constituer une majorité contre lui. Une bataille s'annonçait, longue, coûteuse, épuisante. En était-elle vraiment la peine? Une partie de lui était tentée d'abandonner, de vendre ses parts, de partir avec Lucien vers une vie plus simple. Mais ce serait trahir l'héritage familial et surtout abandonner les millions de patients qui dépendaient des médicaments Beaumont. En sortant du bâtiment, Philippe décida de marcher un peu avant de reprendre sa voiture. L'esplanade de la Défense s'étendait devant lui, avec ses tours de verre et d'acier reflétant le ciel d'avril. Ce monde de la finance et du pouvoir avait été le sien depuis toujours. Pourtant, aujourd'hui, il s'y sentait étrangement étranger. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Manon, envoyé depuis le téléphone d'Elena. « Lucien a fait un super dessin de vaisseau spatial pour votre maison. On vous attend pour le goûter. Manon et le commandant Lucien. » Un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres. Cette simplicité, cette joie non feinte, n'était-ce pas ce qui manquait cruellement dans sa vie et celle de son fils? De retour dans sa voiture, Philippe prit une décision. Avant de retourner chez les Lefebvre, il ferait un détour par l'hôpital Saint-Louis. Il était temps de rencontrer Camille, la mère de Manon, cette infirmière qui travaillait en oncologie pédiatrique et avait élevé une enfant si remarquable. L'hôpital Saint-Louis, fondé sous Henri IV, mêlait architecture historique et extension moderne. Philippe se dirigea vers l'accueil, demandant le service d'oncologie pédiatrique. En s'y rendant, il croisa des enfants malades, certains en fauteuil roulant comme Lucien, d'autres avec des masques protecteurs ou des bonnets cachant les effets de la chimiothérapie. Cette réalité crue, loin des graphiques et des statistiques qu'il consultait habituellement, le frappa de plein fouet. À l'entrée du service, une infirmière aux traits fatigués mais au sourire chaleureux s'occupait d'un petit garçon qui pleurait doucement. « Là, Thomas, c'est fini pour aujourd'hui, » disait-elle en ajustant son cathéter. « Tu as été très courageux. Ta maman arrive dans 5 minutes et j'ai gardé une sucette pour toi. » Philippe attendit qu'elle termine avant de s'approcher. « Excusez-moi, je cherche Camille Lefebvre. » La femme leva les yeux, surprise. « C'est moi. » Philippe la dévisagea, cherchant les traits de Manon dans ce visage aux yeux fatigués. La ressemblance était là, la même intensité du regard, la même expression franche. « Je suis Philippe Beaumont, » se présenta-t-il, « le père de Lucien. » Camille fronça légèrement les sourcils. « Ah, l'homme dont ma fille ne cesse de parler depuis une semaine. » Elle hésita, puis ajouta. « Ma mère m'a appelé. Lucien est toujours chez elle? » « Oui, je vais aller le chercher maintenant. Je voulais juste vous rencontrer d'abord, vous remercier. » Me remercier. Pour Manon. Ce qu'elle a fait pour mon fils, c'est inestimable. Camille l'observa un moment, comme si elle l'évaluait. Manon est juste elle-même. Elle n'a pas les filtres que nous, adultes, avons développés. Elle voit un enfant seul, elle va vers lui. C'est aussi simple que ça. Cette simplicité a transformé mon fils, dit Philippe avec émotion. Il sourit à nouveau, il fait des projets. Tout ça grâce à votre fille. Camille sembla touchée malgré elle. « Eh bien, je suis heureuse qu'ils s'entendent bien. » Elle jeta un œil à sa montre. « Je termine dans 1 heure. Vous pourriez attendre et ramener Lucien chez vous après ?»« Bien sûr, » acquiesça Philippe. Puis, suivant une impulsion, « Accepteriez-vous que je vous invite à dîner, vous, votre mère et Manon, pour vous remercier proprement ?» Camille hésita, visiblement partagée. « Monsieur Beaumont ?»« Philippe, s'il vous plaît, » corrigea-t-il doucement. « Philippe, » reprit Camille. « Je comprends votre gratitude, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Nos mondes sont très différents. »« C'est précisément pourquoi je pense que c'est important, » insista-t-il. « Pour les enfants, ils se sont trouvés malgré tout ce qui aurait pu les séparer. » Camille l'observa.
comme si elle cherchait à percer ses véritables intentions. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Mais quelque chose de simple, s'il vous plaît. Pas de restaurant étoilé ou d'endroit où Manon se sentirait mal à l'aise. Que diriez-vous de venir chez moi? Lucien serait dans son environnement, et je vous promets quelque chose de décontracté. » Elle haussa un sourcil sceptique. Décontracté dans votre environnement signifie probablement quelque chose de très différent que dans le nôtre. Philippe sourit, reconnaissant la justesse de cette observation. Je vous promets de faire un effort. Demain soir, je travaille jusqu'à 18h. 19h30, alors. Je peux envoyer une voiture vous chercher. Ce ne sera pas nécessaire, refusa poliment Camille. Nous viendrons par nos propres moyens. Un autre patient réclamait son attention. Camille s'excusa et Philippe quitta le service, étrangement revigoré par cette brève rencontre. Il y avait chez cette femme une force tranquille qui forçait le respect, la même qualité qu'il avait perçue chez Helena. De retour chez les Lefebvre, il trouva Lucien et Manon absorbés dans un jeu d'échecs sous l'œil bienveillant d'Helena. « Papa !» s'exclama Lucien en le voyant entrer. « Regarde, Manon m'apprend à jouer aux échecs comme sa grand-mère lui a appris. » Philippe s'approcha, surpris de voir son fils si concentré. Les quelques fois où il avait tenté de l'initier à ce jeu, Lucien s'était vite découragé, frustré par sa complexité. « Il a un don naturel pour la stratégie », commenta Helena. « Il a déjà compris les mouvements de toutes les pièces. »« Je suis impressionné », dit sincèrement Philippe. « Comment s'est passé l'après-midi ?»« Merveilleusement bien », répondit Helena. « Les enfants ont dessiné, puis nous avons lu des histoires. Lucien nous a même raconté ses projets pour devenir astrophysicien. » « Vraiment ?» Philippe regarda son fils avec surprise. Jamais encore Lucien n'avait exprimé d'ambition professionnelle concrète depuis l'accident. « Oui, je veux étudier les trous noirs », confirma Lucien avec un sérieux touchant. « Manon dit qu'elle pourrait être mon assistante de recherche. »« Ingénieur spatial », corrigea Manon. « Je construirai les télescopes pendant que tu observeras les étoiles. » Philippe s'assit près d'eux, ému par cette projection dans l'avenir, cette capacité à rêver que son fils semblait avoir retrouvée. « J'ai rencontré ta mère, dit-il à Manon, à l'hôpital. »« Elle est gentille, hein ?» sourit la fillette. « Elle soigne les enfants malades tous les jours. »« Elle m'a paru très gentille, oui. D'ailleurs, j'ai invité ta famille à dîner chez nous demain soir. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Dans votre grande maison, avec les ballons dorés ?»« Sans les ballons cette fois, sourit Philippe. »« Mais oui, dans notre maison. »« Super. » Elle se tourna vers Lucien. « Je pourrais voir ta collection de vaisseaux spatiaux. Et on pourra montrer le cockpit amélioré à tes parents. » Philippe et Helena échangèrent un regard, amusés par l'enthousiasme des enfants. Puis, prenant conscience de l'heure, Philippe annonça qu'il était temps de rentrer. « Tu reviendras me chercher demain ?» demanda anxieusement Lucien à Manon pendant qu'il rangeait le jeu d'échecs. « Bien sûr, ma mère a dit qu'on viendrait tous. » Après des au revoir chaleureux, Philippe aida Lucien à s'installer dans la voiture. Sur le trajet du retour, son fils semblait pensif. « À quoi réfléchis-tu, champion ?» demanda Philippe. « Est-ce que tu crois que je pourrais vraiment être astrophysicien un jour? Même avec... » Il désigna ses jambes inertes. Philippe sentit son cœur se serrer. « Bien sûr que tu le pourras. Stephen Hawking était en fauteuil roulant, et il est devenu l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Manon dit que ma chaise est un super poste d'observation, que je peux voir des choses que les autres ne remarquent pas parce qu'ils sont toujours debout ou en train de courir. » Philippe médita ces paroles, frappé par leur profondeur. « Elle a raison. Tu as une perspective unique sur le monde. »« Papa ?» La voix de Lucien était hésitante. « Est-ce que tu es fâché contre moi parce que je ne peux plus marcher ?» La question frappa Philippe comme un coup physique. Il s'arrêta sur le bas-côté de la route, incapable de continuer à conduire. « Lucien, écoute-moi. » Il se tourna vers son fils, les yeux brillants d'émotion. « Jamais, jamais je ne serai fâché contre toi pour ça. L'accident, ce n'était la faute de personne, et certainement pas la tienne. Mais tu es toujours triste quand tu me regardes. » Cette observation simple déchira Philippe. Était-ce vrai? Son fils percevait-il sa douleur, son sentiment d'impuissance, comme de la déception? « Si je suis triste parfois, » dit-il en choisissant soigneusement ses mots, « c'est parce que je voudrais pouvoir faire plus pour toi, te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Mais je réalise que je ne savais même pas ce dont tu avais vraiment besoin. »« Comme une amie » suggéra Lucien. « Comme une amie » confirma Philippe avec un sourire triste. « J'essayais de te donner des choses, des jouets, des fêtes grandioses, quand ce qu'il te fallait,
C'était simplement quelqu'un qui te voit vraiment. » Lucien hocha la tête, comme si cette explication confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Manon me voit. »« Oui, elle te voit. » Philippe reprit la route, méditant sur cette conversation. Son fils, à 8 ans, avait mis le doigt sur quelque chose qu'il avait lui-même mis des années à comprendre. La différence entre posséder et appartenir, entre être entouré et être connecté. Le lendemain matin, Philippe se rendit au siège des laboratoires malgré le dimanche. Il avait besoin de consulter personnellement les données complètes du Neuralax avant la confrontation qui s'annonçait avec le conseil. Dans son bureau panoramique, il passa des heures à examiner chaque rapport, chaque anomalie, chaque signal d'alerte. Vers midi, il fut interrompu par l'arrivée surprise de Martin Rousseau, le directeur scientifique. « Je savais que je te trouverais ici », dit Martin en entrant. « Je suis venu t'apporter ça. » Il déposa sur le bureau un dossier épais marqué « Confidentiel »,« Protocole alternatif, Neuralax ». « Qu'est-ce que c'est » demanda Philippe en l'ouvrant. « Une formulation alternative que mon équipe développe discrètement depuis 6 mois. Elle élimine le composé que nous soupçonnons d'être responsable des effets hépatiques, tout en préservant 90% de l'efficacité du médicament. » Philippe le dévisagea, incrédule. « Tu travaillais sur ça sans m'en informer ?» Martin eut l'air embarrassé. Bernard a insisté pour que nous poursuivions la formule originale. Il disait qu'une efficacité réduite, même légèrement, compromettrait notre position sur le marché. Mais j'ai gardé cette équipe en parallèle, juste au cas où. « Tu as désobéi à Bernard », constata Philippe, partagé entre la surprise et l'admiration. « J'ai obéi à ma conscience », corrigea Martin. « J'ai des petits-enfants, Philippe. Je ne veux pas qu'ils grandissent dans un monde où le profit passe avant la sécurité. » Philippe parcourut rapidement le dossier. Les résultats préliminaires étaient encourageants. La nouvelle formule semblait maintenir l'essentiel des bénéfices thérapeutiques tout en éliminant les risques hépatiques. « Pourquoi me montrer ça maintenant ?» Martin sourit tristement. « Parce que tu as eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensons tout bas. Ce médicament peut changer des vies, mais pas au prix de risques délibérément cachés. » Philippe sentit un poids se lever de ses épaules. Il n'était pas seul dans cette bataille. D'autres, au sein même de l'entreprise, partageaient ses préoccupations éthiques. Combien de temps faudrait-il pour terminer les tests sur cette formulation? 3 mois pour les essais précliniques complets, puis 6 mois d'essais cliniques ciblés, puisque nous connaissons déjà le profil général du médicament. 9 mois, calcula Philippe. Un délai significatif, mais gérable. C'est ma conviction, oui, et nous pourrions communiquer positivement sur cette démarche. Montrer que Beaumont place la sécurité des patients au-dessus des considérations financières immédiates. Philippe hocha la tête, son esprit déjà en train d'élaborer une stratégie. Cette alternative changeait la donne. Il pourrait présenter au Conseil non pas un simple refus, mais une proposition constructive, une voie d'avenir. Merci, Martin, vraiment. Nous sommes nombreux à te soutenir, Philippe, plus que tu ne le crois. Après le départ de Martin, Philippe appela Sophie pour s'assurer que tout était prêt pour le dîner du soir. Lucien était surexcité, vérifiant constamment l'heure, réorganisant sa collection de maquettes spatiales pour les montrer à Manon. Philippe rentra tôt pour superviser les derniers préparatifs. Il avait demandé à son chef de préparer un repas simple mais délicieux, des plats à partager sans chichi ni présentation élaborée. Il avait également fait retirer certains objets d'art particulièrement ostentatoires, cherchant à rendre sa demeure un peu moins intimidante. À 19h30 précise, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Lucien, qui attendait dans le hall depuis 10 minutes, s'exclama « Ils sont là !» Philippe ouvrit la porte pour accueillir la famille Lefebvre. Helena, élégante dans une robe simple, tenait un petit bouquet de fleurs. Camille, vêtue d'un pantalon et d'une blouse colorée, semblait légèrement tendue. Et Manon, rayonnante dans une robe bleue, portait fièrement un paquet enveloppé de papier recyclé. « Bienvenue !» dit Philippe en s'écartant pour les laisser entrer. « Je suis ravi que vous ayez pu venir. »« Manon !» s'écria Lucien en manœuvrant sa chaise vers son ami. « Viens voir ma collection de vaisseaux spatiaux. »« Attends, » tempéra Manon. « Je dois d'abord te donner ton cadeau. » Elle s'approcha solennellement et lui tendit le paquet. « C'est pour toi. » Lucien défit l'emballage avec précaution, révélant un carnet à la couverture personnalisée. Sur le devant, un dessin représentait une chaise roulante transformée en vaisseau spatial avec 2 enfants aux commandes. Le journal de bord du commandant Lucien et de son copilote Manon, lut-il à voix haute, pour noter toutes nos aventures.
Ses yeux brillaient d'émotion. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. »« Ma mère a fait la reliure, » expliqua fièrement Manon, « et grand-mère m'a aidé pour les dessins. » Philippe observa la scène, touché par la simplicité et la profondeur de ce présent. Pas de jouets coûteux, pas de technologie sophistiquée, juste un carnet fait main porteur de promesses d'aventures partagées. « C'est magnifique, » dit-il sincèrement. « Merci à vous trois. » Camille sourit, semblant se détendre un peu. C'était l'idée de Manon, elle voulait quelque chose qui dure. « Venez, » proposa Philippe. « J'ai pensé que nous pourrions dîner sur la terrasse. Le temps est doux ce soir. » Il les guida à travers le salon jusqu'à une terrasse donnant sur le jardin. Une grande table y était dressée, sans formalité excessive, mais avec élégance. Des lanternes suspendues créaient une atmosphère chaleureuse. « C'est splendide », commenta Elena en observant le jardin illuminé. Pendant que les enfants s'installaient côte à côte, Philippe servit des boissons. La conversation démarra lentement, avec une certaine retenue, mais s'anima progressivement. Camille évoqua son travail à l'hôpital, ses défis quotidiens face à la souffrance des enfants malades. « Le plus difficile, confia-t-elle, c'est de maintenir l'espoir. Ces enfants ont besoin de croire en l'avenir, même quand leur présent est douloureux. Comment y parvenez-vous » demanda Philippe, sincèrement intéressé. « En les traitant comme des personnes entières, pas comme des cas médicaux. En écoutant leurs rêves, leurs peurs, en leur montrant qu'ils sont bien plus que leur maladie. » Philippe hocha la tête, pensif. C'est ce que Manon a fait pour Lucien. Elle a vu au-delà de sa chaise. « Les enfants ont cette capacité naturelle, » intervint Elena. « Ils voient l'essence des êtres, pas les circonstances ou les apparences. » Le dîner se poursuivit agréablement. Philippe fut surpris de constater à quel point il se sentait à l'aise avec ces trois générations de femmes aux personnalités si distinctes mais complémentaires. Leur conversation était directe, authentique, dépourvue des non-dits et des arrière-pensées qui caractérisaient souvent ces interactions professionnelles ou mondaines. Après le dessert, une tarte aux pommes que Lucien avait spécifiquement demandée, les enfants se retirèrent dans la chambre de Lucien pour commencer à remplir leur journal de bord. « J'ai toujours du mal à croire que ma fille a simplement frappé à votre porte, » dit Camille en savourant un café. « Elle n'est pourtant pas téméraire habituellement. Elle a un instinct remarquable, » répondit Philippe. « Elle a dû sentir que Lucien avait besoin d'elle. » Elena sourit. Manon dit que c'était les ballons dorés qui l'ont attirée. Mais je me demande si ce n'était pas plutôt cette intuition profonde que certains êtres possèdent, cette capacité à percevoir les besoins invisibles. « Vous parlez comme une psychologue, » remarqua Philippe. « C'est ce que je suis, » rappela-t-elle avec un clin d'œil. « Et je crois fermement au pouvoir des connexions humaines authentiques. Elles guérissent plus efficacement que bien des thérapies. » Philippe pensa à la transformation de Lucien en seulement quelques jours, son retour à la vie, sa joie retrouvée. Aucun spécialiste, aucun traitement coûteux n'avait obtenu de tels résultats. « J'ai appris que vous travailliez sur la résilience ?» demanda-t-il à Elena. « Toute ma carrière. Comment les humains se reconstruisent après des traumatismes, comment ils transforment la souffrance en force. Et quelles sont vos conclusions ?» Elena sembla réfléchir un instant. Que la résilience véritable ne vient jamais de l'isolement. Elle naît de la reconnexion avec soi-même, avec les autres, avec un sens plus grand que sa propre douleur. Ces mots résonnèrent profondément en Philippe. N'était-ce pas exactement ce qui lui avait manqué, à lui et à Lucien? Après l'accident, ils s'étaient repliés dans leur bulle dorée, protégés mais isolés. « J'ai une proposition à vous faire », dit soudain Camille, interrompant ses réflexions. « L'hôpital où je travaille organise chaque mois des journées pour les enfants en rééducation. Des activités adaptées, des rencontres, ce serait peut-être bénéfique pour Lucien d'y participer. » Philippe hésita. L'idée d'exposer son fils à un environnement inconnu, potentiellement perturbant, le rendait anxieux. « Il ne serait pas le seul en fauteuil », poursuivit doucement Camille, comme si elle lisait ses pensées. « Et Manon pourrait l'accompagner. »« Je vais y réfléchir, » promit Philippe. « Merci pour cette suggestion. » La conversation dériva vers d'autres sujets, mais cette idée continuait de travailler dans l'esprit de Philippe. Lucien avait-il besoin de rencontrer d'autres enfants partageant sa condition? De voir qu'il n'était pas seul, que d'autres affrontaient des défis similaires. Plus tard dans la soirée, alors que les invités s'apprêtaient à partir, Elena prit Philippe à part. « J'ai lu dans les journaux que vous traversiez des turbulences professionnelles, » dit-elle doucement. « Quelque chose concernant un médicament controversé ?» Philippe fut surpris. Il n'avait pas imaginé qu'Elena suivait l'actualité économique.
Les laboratoires Beaumont sont une institution nationale, expliqua-t-elle avec un sourire. Et j'ai développé un intérêt particulier depuis que ma petite fille a adopté l'héritier de l'Empire. C'est compliqué, admit Philippe. Je défends une position qui n'est pas populaire auprès de mon conseil d'administration. Une position éthique, j'imagine. Comment le savez-vous? Helena haussa les épaules. Simple intuition. Vous ne me semblez pas être un homme qui compromettrait ses valeurs facilement. Cette observation le toucha plus qu'il ne l'aurait imaginé. J'essaie de faire ce qui est juste, même si cela signifie des retards, des coûts supplémentaires. Et vous avez trouvé la force de tenir cette position. Récemment, suggéra Helena, son regard perspicace fixé sur lui. Philippe comprit ce qu'elle insinuait. Vous pensez que ma rencontre avec Manon, avec votre famille, a influencé ma décision professionnelle? Je pense que les vraies rencontres nous changent toujours, répondit-elle simplement. Elle nous rappelle pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Avant qu'ils puissent répondre, les enfants revinrent, Lucien tenant fièrement leur journal de bord déjà entamé. On a planifié notre prochaine mission spatiale, annonça-t-il avec enthousiasme. Une exploration de la nébuleuse du Crabe. Impressionnant, sourit Philippe. Et quand aura lieu cette mission? Demain après l'école, suggéra Manon en regardant sa mère avec espoir. Camille et Philippe échangèrent un regard amusé. Nous verrons, répondirent-ils presque simultanément, déclenchant le rire des enfants. Après le départ de la famille Lefebvre, Philippe aida Lucien à se préparer pour la nuit. Son fils semblait épuisé, mais rayonnant. C'était le meilleur dîner de tous les temps, déclara-t-il en s'installant dans son lit. Mieux que ton anniversaire avec le château gonflable et le magicien, taquina Philippe. 1000 fois mieux, affirma Lucien sans hésitation. Parce que c'était réel. Cette réponse frappa Philippe par sa profondeur. Réel. N'était-ce pas ce qui avait manqué dans leur vie luxueuse mais artificielle? Cette authenticité que la famille Lefebvre incarnait si naturellement. Le lendemain matin, Philippe se rendit tôt au bureau, déterminé à préparer sa contre-offensive avant la réunion du conseil prévue à 11 h. Avec l'aide de Martin Rousseau, il élabora une présentation détaillée de la formulation alternative du Neuralax. Parallèlement, il mobilisa discrètement ses alliés au sein du conseil, s'assurant du soutien de certains membres clés. Quand Bernard Mercier ouvrit la réunion, son expression suffisante indiquait qu'il pensait avoir déjà gagné. « Chers collègues, commença-t-il, nous sommes réunis pour statuer sur l'avenir du Neuralax et, par extension, sur la direction stratégique des laboratoires Beaumont. » Philippe le laissa exposer ses arguments. La nécessité de maintenir le calendrier initial, les coûts prohibitifs d'un retard, les conséquences boursières potentiellement désastreuses. Puis vint son tour de parole. Calmement, sans agressivité, il présenta l'alternative développée par l'équipe de Martin. « Ce que je propose, conclut-il, n'est pas un abandon, mais une amélioration. Pas un retard, mais un investissement dans l'avenir. Les laboratoires Beaumont ont toujours été à l'avant-garde, non seulement en termes d'innovation scientifique, mais aussi d'éthique pharmaceutique. » Il parcourut l'assemblée du regard. « Nous avons une occasion rare de démontrer que profit et responsabilité peuvent coexister, que nous sommes capables de reconnaître un risque et d'y répondre avec intégrité. » Le silence qui suivit fut éloquent. Même Bernard semblait désarçonné par cette approche constructive qu'il n'avait pas anticipée. « Mettons cela au vote », suggéra finalement André Volney, le doyen du conseil. La motion de Philippe l'emporta par une marge étroite mais suffisante. Le Neuralax serait reformulé avant sa mise sur le marché, garantissant sa sécurité maximale pour les patients. En quittant la salle, Philippe croisa le regard furieux de Bernard. Cette victoire n'était que le début d'une guerre d'influence qui promettait d'être longue. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix avec ses décisions. Son téléphone vibra, un message de Camille. « Lucien est invité à l'anniversaire de Thomas, un patient de mon service, samedi prochain. Il serait ravi qu'il vienne. Manon sera là aussi. » Philippe sourit. Un nouvel ami, une nouvelle connexion. Le cercle s'élargissait. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils mais profonds dans la vie des Beaumont. Lucien commença à participer aux activités organisées par l'hôpital, où il rencontra d'autres enfants en situation de handicap. Loin de le perturber, ces rencontres semblèrent renforcer sa confiance. « Ils sont comme moi », expliqua-t-il à son père, mais chacun à sa façon. Philippe, de son côté, initia une révision complète de la politique éthique des laboratoires Beaumont. Avec l'aide d'experts indépendants, il établit de nouveaux protocoles de transparence et de sécurité
qui, bien qu'initialement coûteux, consolidèrent la réputation de l'entreprise à long terme. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau à domicile, il reçut un appel inattendu d'Elena. « Je me permets de vous déranger, dit-elle, parce que j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. L'université organise un colloque sur l'éthique dans l'industrie pharmaceutique le mois prochain. Nous cherchons un intervenant qui pourrait partager une expérience concrète de prise de décision éthique en entreprise. » Philippe fut surpris. « Vous pensez à moi ? Votre récente prise de position sur le Neuralax a fait des vagues, vous savez. Elle a inspiré bien des discussions dans les milieux académiques. » Après un moment de réflexion, Philippe accepta. L'idée de partager son expérience, de contribuer peut-être à faire évoluer les pratiques du secteur, lui semblait soudain importante. Le jour du colloque, il se retrouva face à un amphithéâtre rempli d'étudiants, de chercheurs et d'industriels. Son discours, sobre et sincère, porta sur la tension constante entre profit et éthique, sur la nécessité de repenser le modèle économique pharmaceutique, sur l'importance de ne jamais perdre de vue l'impact humain des décisions corporatives. Au final, conclut-il, ce sont des visages, pas des chiffres, qui doivent guider nos choix. Des visages comme celui de mon fils, comme ceux des enfants que soigne chaque jour l'infirmière Camille Lefebvre, comme tous ceux qui dépendent de nous sans même connaître notre existence. Sa présentation fut accueillie par des applaudissements nourris. Parmi l'audience, au premier rang, se trouvaient Lucien et Manon, venus avec Camille et Elena pour le soutenir. Le sourire fier de son fils valait tous les succès professionnels du monde. Après la conférence, un homme âgé s'approcha de lui. « Professeur Miguel Sanchez », se présenta-t-il avec un fort accent espagnol. « J'ai travaillé toute ma vie sur les cardiopathies pédiatriques dans des contextes de ressources limitées. » Philippe serra sa main, intrigué. « Ravi de vous rencontrer, professeur. »« Madame Lefebvre m'a parlé de votre entreprise, » poursuivit Sanchez. « J'ai développé une méthodologie de traitement qui pourrait intéresser vos équipes de recherche, moins coûteuse, plus accessible pour les pays en développement. »« Je serais très intéressé d'en savoir plus, » répondit sincèrement Philippe. « C'est mon grand-père, » intervint fièrement Manon, qui s'était approché avec Lucien. « Il a inventé un traitement spécial pour les cœurs malades. » Philippe regarda tour à tour Manon, le professeur Sanchez, puis Elena, qui observait la scène avec un sourire énigmatique. Les connexions se tissaient, les cercles s'élargissaient, créant un réseau d'humanité et de sens qui transcendait les barrières sociales et culturelles. Quelques mois plus tard, les laboratoires Beaumont lancèrent une fondation dédiée à la recherche sur les traitements accessibles, inspirée par les travaux du professeur Sanchez. Bernard Mercier, frustré par ce qu'il considérait comme une dérive idéaliste, finit par vendre ses parts et quitter l'entreprise. Loin d'affaiblir Beaumont, ce départ permit une réorientation stratégique qui, contre toute attente, renforça sa position sur le marché global. Le Neuralax reformulé obtint finalement son autorisation et commença à soulager des millions de patients souffrant de douleurs chroniques, sans effet secondaire significatif. La transparence dont l'entreprise avait fait preuve tout au long du processus lui valut un respect renouvelé de la part des autorités sanitaires et du public. Quant à Lucien, sa transformation fut peut-être la plus remarquable. De l'enfant isolé et résigné, il devint un garçon confiant et ouvert. Sa chaise roulante, loin d'être un obstacle, devint progressivement une partie intégrante de son identité. Non pas une limitation, mais simplement sa façon particulière d'être au monde. Un après-midi d'automne, alors que Philippe rentrait plus tôt que prévu, il trouva la maison inhabituellement silencieuse. Suivant des éclats de voix provenant du jardin, il découvrit un spectacle inattendu. Lucien entouré d'une demi-douzaine d'enfants, certains en fauteuil comme lui, d'autres non, tous absorbés dans ce qui semblait être une mission spatiale élaborée. Sa chaise, désormais équipée d'un véritable panneau de contrôle électronique, un cadeau de l'ami de Philippe, spécialisé en électronique, était le centre de l'action. Parmi les enfants, Philippe reconnut Thomas, le patient de Camille, ainsi que plusieurs camarades de classe de Lucien, dont Gabriel, le fils de cette même Camille Moreau, qui avait décliné l'invitation à l'anniversaire quelques mois plus tôt.